on arrive à un taux acte en main entre 7,5 et 9% sur ces 10 premiers millions. Ça veut dire que le taux de distribution que l'on vise de 7% nous semble tout à fait tenable. Certes, le contexte de marché est une opportunité aujourd'hui, mais il ne faut pas qu'on soit capable de servir ces 7% que pendant cette période-là. Il faut qu'on soit capable de le servir sur le long terme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver Ivan. Bonjour Ivan. Bonjour. Tu es le président de la société de gestion Wimo, société nouvellement créée. Oui. Et Tony, directeur commercial de cette même société de gestion. Merci à tous les deux d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, vous êtes une nouvelle société de gestion, je viens de le dire. Vous avez eu votre agrément AMF il y a 2 ou 3 semaines à peu près. C'est ça. Finalement, d'où vient cette société de gestion? Qui êtes-vous et pourquoi avez-vous lancé une société de gestion? C'est d'abord une rencontre, je dirais, entre hommes. C'est une rencontre, je dirais, presque d'entrepreneurs, puisque c'est Ivan qui en est à l'origine, avec une première réflexion fin décembre sur ce marché, fin décembre 2022, pardon, sur ce marché sur lequel on s'interrogeait sur la teneur en matière immobilière et en matière de potentielle crise. On n'avait absolument pas anticipé que cette crise serait d'une brutalité telle, mais on avait commencé à s'interroger sur une véritable réponse un peu novatrice, un peu différenciante à apporter. C'est de là qu'est né effectivement Wimorem. En fait, on avait une vision de l'investissement, une vision de la manière dont on peut faire notre métier, parce que Tony et moi, on vient de l'immobilier physique, l'immobilier classique en dur, et on réfléchissait, on voyait qu'on avait la possibilité de faire autre chose différemment, qu'on avait la possibilité d'apporter quelque chose au milieu de l'investissement, parce qu'on a développé des compétences avec le temps et avec l'expérience. Et on s'est dit à un moment donné que ce serait une bonne source de diversification de créer une société de gestion et qu'au-delà de la diversification, on arriverait à apporter quelque chose de différent par rapport à ce qui se faisait chez les autres qui existent déjà sur le marché. Et alors du coup, donc la première mouture, le premier bébé de cette société de gestion, ce sera donc une SCPI, Wimo One. Qu'est-ce que vous envisagez du coup pour cette SCPI? Alors, c'est une SCPI qui se veut être une SCPI de rendement. Déjà, notre but, c'est de servir des dividendes sur le long terme à nos associés. C'est une SCPI qui veut être diversifiée pour pouvoir saisir différentes opportunités sur le marché et aussi dans l'optique de diluer les risques. C'est une SCPI qui veut être aussi européenne, toujours dans la même logique de diversification, mais cette fois-ci, non pas sur les actifs, une diversification plutôt géographique. Et c'est une SCPI qui veut une politique de frais qui soit transparente pour le client final et qui veut veut pas nuire à la performance. C'est pour ça qu'on a choisi d'avoir que 2 lignes de frais, des frais de souscription et des frais de gestion, sans aucune autre ligne de frais. Donc c'est ce qui va faire notre particularité, on pourra développer par la suite, mais c'est vraiment l'idée de servir la meilleure performance possible à nos associés investisseurs. Ce qui est important aussi, c'est de rappeler que l'équipe qui est constituée, puisque nous sommes 9 associés, est une équipe qui a une véritable crédibilité en termes d'expérience, puisque comme l'a sous-entendu Ivan, on a 60% de cette équipe qui est constituée d'une véritable expertise en immobilier physique et 40% de gens qui sont totalement financiers. Voilà, des gens qui ont géré plusieurs milliards de fonds à Londres. Nous avons l'ancien gérant d'Axipit qui nous a rejoint dans cette aventure parce qu'il y croit complètement. Et puis cette spécificité aussi, c'est que nous avons considéré qu'on n'avait pas simplement à être conseilleurs, mais nous sommes également chaussés. Voilà, chausseurs et chaussés, puisque tous nous détenons des parts fondateurs de notre société. D'accord, donc un alignement d'intérêt assez fort. Oui. Vous avez mouillé la chemise. C'est exactement ça. Exactement. Tous les associés, tous les collaborateurs du groupe ont investi personnellement dans la SCPI. Ok, écoutez, parfait. Et alors, la question qui revient souvent, c'est finalement, là vous parlez de rendement, d'après vous, quel est l'objectif? Je crois que vous avez communiqué sur un 7% de rendement cible. Comment comptez-vous le tenir? Vous avez peut-être déjà quelques actifs identifiés dans le pipe? Exactement. En fait, aujourd'hui, on a un deal flow avec à peu près 10 millions d'euros d'actifs identifiés pour les acquisitions futures. Et on arrive à un taux acte en main entre 7,5 et 9% sur ces 10 premiers millions. Donc ça veut dire que le taux de distribution que l'on vise de 7% nous semble tout à fait tenable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'annonce. Et puis, nous nous projetons dans une logique où
certes, le contexte de marché est une opportunité aujourd'hui, mais il ne faut pas qu'on soit capable de servir ces 7% que pendant cette période-là, il faut qu'on soit capable de le servir sur le long terme. Et si on a annoncé 7% de taux de distribution cible, c'est parce qu'on y croit sur le long terme. Et aujourd'hui, le contexte de marché nous permet de surperformer par rapport à ce qu'on imagine, enfin par rapport à nos 7% qu'on annonce. Ouais, exactement. Mais pour ce faire, et je rejoins ce que dit Ivan, tout à l'heure, on a effectivement parlé de diversification, à la fois sur la classe d'actifs, mais également au niveau européen, pour doper, grâce à l'avantage fiscal moins lourd à l'étranger qu'en France, ce principe. Cette notion-là, elle a pour nous l'équivalent de ce qu'on appelle une gestion de bon père de famille. Ne pas être dépendant d'une classe. Aujourd'hui, on voit bien par exemple que tout ce qui est logistique est plutôt avantagé, mais est-ce que la logistique le sera encore dans 2 ans ou dans 3 ans? Donc on est très attentif à ne pas dépendre d'une classe. Excellent. Et alors là, je ne sais pas si vous avez le droit d'ailleurs de nous en parler, mais sur le pipe là, des 10 millions que vous avez déjà identifié, c'est quel type d'actifs, dans quelle géographie? Vous pouvez m'en dire un peu plus ou... Alors, on est sur des actifs plutôt situés en région, donc en France déjà, des actifs situés en région, mais dans des villes de taille moyenne ou de grande taille. Alors, pour 3/4 d'entre eux, ils sont en région, et on a 1/4 de nos actifs qui sont en Île-de-France. Donc, on est sur des actifs qui ont une particularité, c'est qu'ils ont des durées résiduelles de bail fermes qui sont aux alentours de 6 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà une vision sur la pérennité du loyer. Et on a des locataires qui sont de très grandes signatures. Donc, pour 3/4 d'entre eux, c'est les sociétés étatiques ou parapubliques. Donc, aux diffuseurs d'énergie connus exactement. nationalement. Donc, en fait, on a la chance d'avoir des locataires qui sont de très belles signatures et qui nous permettent quand même d'aller chercher un bon taux de rendement à acte en main. Donc ça, c'est pour nous primordial. Donc effectivement, ce qui concerne la notion européenne, et ça rentre dans ce que nous avons présenté à l'instant, nos associés très typés finance ont des appétences plutôt pour l'Irlande, les Pays-Bas, voilà, les pays nordiques, sur lesquels nous sentons en tout cas une vraie capacité. Voilà, tout à fait. Voilà, comme l'a dit Ivan tout à l'heure, nous on a défini, c'est notre vision des choses, une fenêtre d'ouverture très, très favorable aux acheteurs. On va dire estimé entre 12 à 15 mois. Voilà. Et effectivement, on va filtrer les choses. Mais dans notre vision, on ne laisse jamais à un associé ou à l'asset la capacité de définir tout seul l'actif. Nous avons mis en place volontairement ce qu'on appelle un comité risque et stratégie, qui est constitué de 2 associés très immobiliers physiques et 2 associés totalement financiers. Voilà. Donc là encore, tout repasse au tamis et on regarde si toutes les caractéristiques souhaitées, voulues, désirées pour l'actif correspondent et auquel cas effectivement le go est donné. Excellent. Alors peut-être on peut revenir un petit peu sur cette politique de frais. Ivan, tu l'ébauchais tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle souvent des 2 grandes catégories, je pense, à laquelle maintenant la plupart des investisseurs sont familiarisés, c'est-à-dire les frais de souscription, les frais de gestion. Donc vous n'avez pas fait le choix de certaines SCPI récentes de partir sur le 0 frais de souscription. Je crois que vous avez pas mal posé la question. Oui. Vous avez choisi un modèle, on va dire, finalement un peu novateur sur ce sujet-là. C'est 2 types de frais et c'est tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Exactement. En fait, lorsqu'on a constitué, enfin qu'on a créé notre société de gestion, on s'est demandé comment on allait faire notre travail. Nous, on a une philosophie qui est celle d'un bon père de famille, on va dire, on est des gens simples et transparents. À partir de cette philosophie de vie et une philosophie de travail, on a estimé qu'il fallait qu'on ait une structure de frais qui soit en totale adéquation avec les intérêts de nos investisseurs. La société de gestion, on peut le dire, peut avoir des biais dans son approche de la gestion en fonction des fees qu'elle peut prendre sur telle ou telle action de gestion qu'elle peut réaliser. Je donne un exemple. Si vous avez des frais de cession d'actifs, peut-être que la société de gestion peut avoir tendance à faire tourner son patrimoine beaucoup plus régulièrement que ne le ferait une société de gestion qui n'a pas de frais à ce titre-là. Donc notre philosophie, ça a été de dire quel est l'intérêt ultime de l'investisseur associé, et dans une SCPI de rendement, l'intérêt de l'associé final, c'est de percevoir
un revenu des dividendes régulier, les plus élevés possibles évidemment, mais régulier, et il faut que voilà, cela se vérifie pendant toute la vie pendant laquelle l'associé est présent dans notre SCPI. Si tu me permets juste un mot supplémentaire, c'est vrai qu'effectivement cette notion de simplicité, de transparence, elle est évidente. Je crois qu'on a aussi conçu un produit qu'on avait désiré nous-mêmes acheter. Voilà. Et dans cette notion de simplicité et de transparence, notre obsession, parce que c'est plus qu'un objectif, c'est une obsession, c'est de générer le rendement le plus fort. Et comme l'a dit Ivan, oui, certes, il y a effectivement des frais de souscription qui vont comprendre différentes choses. Il va y avoir des frais de gestion et on est payé sur les frais de gestion. Et donc, plus effectivement le rendement est fort, plus effectivement le ticket gagnant-gagnant pour la société de gestion et pour les clients sont conformes. Maintenant, tout le reste des frais qui existent sur ce marché, et on l'a vu dans les SCPI traditionnels comme dans les SCPI sans frais de souscription, on a tendance à dire, nous, sans frais cachés en ce qui nous concerne, c'est que vous ayez effectivement de l'intermédiation par ailleurs, il y a une commission qui est faite. Que vous ayez une nature de travaux effectués, vous avez effectivement des frais qui sont pris. Pour toutes ces natures-là, on a considéré que c'était notre travail et qu'on n'avait pas besoin de générer des frais supplémentaires. Les frais de gestion finalement couvrent vraiment toutes les... Oui, absolument. Exactement. Il nous appartient d'être professionnels jusqu'au bout et on n'a pas besoin, comme l'a dit effectivement Ivan, de faire en sorte qu'il y ait une rotation des actifs pour pouvoir générer des frais qui ne vont pas dans le sens de l'optimisation, en tous les cas, du flux locatif. Voilà. En partant du principe que notre période de détention préférée, c'est l'éternité, même si un actif immobilier vit et qu'on peut faire des arbitrages en cours de vie dans notre SCPI, à partir du moment où on achetait un actif, on peut s'imaginer le détenir une vie entière, faire des travaux, l'entretenir, mais le détenir une vie entière. Et notre métier, l'essence même du métier de la SCPI, de gestionnaire de SCPI, c'est de pérenniser le flux locatif et de travailler sur ce flux locatif. Donc nous, notre job, notre métier, c'est vraiment de nous concentrer là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a construit notre structure de frais. Donc comme on ne se rémunère que sur les flux locatifs, en percevant des frais de gestion, eh bien, en fait, on travaille dans ce qui est l'essence même de la SCPI. Voilà. C'est comme ça qu'on l'a conçu. Ouais, le rendement, on maximise le rendement, on le travaille et on fait tout notre maximum pour le pérenniser. Okay. Égoïstement, on pourrait presque dire que s'il y a une SCPI qui est peut-être plus alignée sur les intérêts du client que les autres, c'est peut-être la nôtre, dans cet esprit-là, parce que notre ADN a été fondu là-dessus. Et alors du coup, vous avez pris cette décision de vous lancer sur une nouvelle SCPI. On est en 2024, on sort d'un contexte qui a été très chahuté sur les 2 années précédentes. Quelle est l'opportunité que vous avez identifiée? Pourquoi vous lancez maintenant finalement? Alors, c'est vrai que pour une SCPI comme nous, une jeune SCPI qui part d'une page blanche, ce contexte de marché, c'est une vraie opportunité parce que ça nous permet d'acheter des actifs dans des conditions plus favorables, avec moins de concurrence, et donc ça nous permet d'aller chercher de meilleures opportunités, et ce qui nous permet d'aller surperformer par rapport à notre objectif de 7%. Et ça, c'est vrai que pour nous, ce contexte de marché, on souhaite qu'il dure le plus longtemps possible. On vous le souhaite aussi d'ailleurs, pour les épargnants également. Exactement, parce qu'on est acheteur, donc on est dans un rapport de force avec les vendeurs qui nous est clairement favorable. Et il faut, c'est vrai qu'il semble acquis pour tout le monde que les taux sont arrivés à une sorte de plateau, qu'ils vont commencer à baisser. Mais avant que les taux ne baissent et qu'ils produisent leur effet sur l'économie réelle et sur l'immobilier, il y aura forcément un délai de latence. Donc si on imagine que les taux baissent dans le courant du 2e semestre 2024, on a encore une fenêtre de tir qui va durer entre 12 et 24 mois pour pouvoir bien acheter et constituer un maximum de patrimoine dans ces conditions de marché favorables. Et du coup, question un petit peu adjacente, si vous arrivez à constituer ce stock durant cette période de taux hauts, est-ce que vous anticipez, est-ce que d'ailleurs peut-être votre business plan le prévoit, qu'en cas de baisse des taux, votre valeur de part pourrait augmenter? Je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas du tout… Alors c'est vrai que ça c'est un effet mécanique. Lorsque les taux vont baisser, la valeur des actifs va monter et donc effectivement il est tout à fait envisageable. Alors, on saura à ce moment-là. Voilà, on saura à ce moment-là. On est toujours très prudent dans ces annonces, mais effectivement, la valeur des parts peut augmenter sur le moyen terme, en tout cas pour une jeune SCPI comme nous qui achète dans un marché avec des taux élevés. Forcément, quand les taux vont baisser, nous, on va en profiter. Et puis dans cette politique d'acquisition, et en ce qui concerne en tout cas notre création de société,
on est, le rappelons-le également, sur le small cap. On est sur des actifs qui vont être entre 1 million et 500 et 5 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement une concurrence, mais qui n'a rien à voir avec les SCPI traditionnels ou les sociétés créées depuis on va dire quelques années, qui fait qu'aujourd'hui, on a une vraie capacité à passer au tamis, voilà, pas mal d'actifs, et être très très proche, en tout cas, de toutes les catégories que nous visons pour que la cible soit parfaite. Okay. Et c'est vrai que Tony a raison de le rappeler, quand on regarde le nombre de dossiers que nos équipes investissement écrèment avant d'en sélectionner un, on est peut-être sur un ratio de 50 dossiers reçus pour un dossier, validé, présenté en comité, et ainsi de suite. Donc il y a une vraie sélectivité aujourd'hui sur les actifs. Ok, excellent. Et alors du coup, peut-être que là, on était rapidement sur le sujet des taux. Il y a un sujet qui revient souvent, c'est également l'utilisation de la dette. La dette qui peut être évidemment un effet de levier, un effet de performance supplémentaire. Aujourd'hui, on s'endette relativement cher. Vous allez lancer, j'imagine, avec peu ou pas de dette. Comment vous considérez ce sujet? Alors, concernant la dette a une vertu, c'est qu'elle peut avoir un effet relutif sur la performance de la SCPI. Donc, dans la mesure où la dette peut avoir un effet relutif sur la performance, il est sain de s'endetter. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment? Et nous, aujourd'hui, on étudie chacun de nos actifs, et pour chacun de nos actifs, on définit s'il y a lieu ou pas de s'endetter et de prendre une ligne de prêt auprès de notre banque pour l'actif en particulier. Et donc, on a une logique de traitement du sujet au cas par cas. Ouais. Plutôt, alors comme ça, plutôt taux fixe, je suppose, quand même, pour vous, ou taux variable? Comment ça se passe quand vous avez une décision de dette? C'est très variable. C'est vrai qu'au démarrage de la SCPI, la question se pose assez peu parce qu'on va acheter 100% de nos actifs en cash. Exactement. Et c'est une question qui se posera pour nous plutôt à moyen terme. Maintenant, on est plutôt sur des taux variables, évidemment. Et quand on est sur des taux élevés aujourd'hui, on peut imaginer qu'à horizon 2-3 ans, que nos taux baissent, donc que ça aura un effet encore plus relatif sur la performance. Donc, il serait plutôt sain de s'endetter, je pense, dans ce contexte-là, mais encore une fois, on arbitrera à ce moment-là. Un arbitrage effectivement actif par actif, comme le dit Ivan. Et alors pour nos auditeurs qui maintenant sont convaincus et ont envie d'y aller, quelles sont les conditions d'investissement? Peut-être vous pouvez revenir sur le montant minimum, peut-être le délai de jouissance, donc la durée avant laquelle les investisseurs pourront percevoir leur loyer. Mais écoutez, on a effectivement opté pour une part à 200 €, voilà, sachant que la première acquisition se fait avec 1 000 €. Donc 5 équivalent à 5 parts, exactement. Et dans cette spécificité, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous porteurs de parts fondateurs, et donc on a souhaité, par l'intermédiaire en tout cas de Louvainvest aussi, de proposer cette opportunité qui est de souscrire les parts fondateurs et donc d'être associé également dans cette société de gestion que nous mettons en place, dans la SCPI pour être plus précis. Parce que le fait d'être part fondateur, porteur de part fondateur, vous permet de bénéficier d'une décote des 10%, et le coût départ n'est plus à 200 €, mais à 180 €. Voilà. Alors, la contrepartie, c'est que vos fonds positionnés seront inaliénables pendant 3 ans, mais comme l'a dit Ivan, compte tenu que le calcul est fait sur 200 € et non pas 180, le rendement sera largement supérieur. Exactement, tout à fait. Exactement, en fait, avec un rendement cible, un taux de distribution cible à 7%, quand vous achetez des parts fondateurs, vous avez un taux de distribution qui va être à 7,77 cible. Donc, c'est un effet relatif sur la performance. Comme l'a dit Tony, les parts sont inaliénables réglementairement pendant 3 ans. Mais par contre, il faut savoir que l'immobilier, enfin l'investissement SCPI, c'est de l'immobilier. Donc, dans tous les cas, ça reste un placement long terme et on se projette sur au moins 8-10 ans. Donc, dans cette logique-là, cette contrainte réglementaire est finalement plus facilement, plus facile à vivre. Alors, on a fait le choix d'avoir des parts qui sont accessibles à 200 €. Pourquoi? C'est dans une logique tout simplement de versement programmé ou de réinvestissement des dividendes. C'est-à-dire que chaque associé pourra réinvestir les dividendes générés par ces investissements dans la SCPI pour capitaliser et faire venir… L'effet boule de neige. C'est tout à fait ça. Voilà, pour créer l'effet boule de neige. Et voilà, Einstein disait que la plus grande, les intérêts composés. Exactement, voilà, exactement. Elle sera la 8e merveille du monde. Exactement, tu connais déjà, et je pense que tous les auditeurs de Louvainvest connaissent. Ah, tous peut-être pas, mais en tout cas, voilà. On en est convaincus quoi qu'il en soit. Oui, voilà. Exactement. Excellent. Et bien écoutez, merci à tous les deux. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Partagez, merci aussi. Merci.